Printemps 1789, dans les rues de Versailles. La vie ici semble suivre son cours. Les avenues sont encombrées, pleines de gens qui se croisent et qui se bousculent. Dans le quartier de Saint-Louis, jour de marché, on y trouve de tout. Viande, poisson, huile, vin, poivre, vêtements de ville, de cérémonie ou de travail, sucre ou café, autant de produits qui s'affichent aux côtés des tisserands, des forgerons et des diseurs de bonne aventure. Tout semble donc si vivant, si pittoresque à Versailles. Mais pourtant, en 1789, quelque chose de tout à fait inhabituel va s'immiscer dans le quotidien de la ville. D'un jour à l'autre, certaines boulangeries ferment leurs portes, provoquant la colère et l'incompréhension des habitants. La cause ? Le pain, de plus en plus rare, de plus en plus cher. Depuis plusieurs années, l'état pitoyable des récoltes a augmenté son prix, qui est passé de 12 à 40 livres, alors que les salaires, eux, n'ont pas bougé. La situation devient vite insupportable en 1789, et partout en France, les villes se révoltent, avant que la contestation ne gagne du terrain, jusqu'à résonner dans les campagnes. Quant aux responsables de ces malheurs, ils sont rapidement trouvés. Louis XVI, son administration, son pouvoir. Il est après tout le garant de la sécurité alimentaire de ces sujets. Si le peuple a faim, c'est qu'il manque à son devoir. Lui et ses représentants deviennent alors la cible des contestations. Mais qui, à l'époque où le pouvoir royal est absolu, qui oserait défier l'autorité publique? Qui pourrait être assez fou pour organiser une révolte sans crainte d'être jeté en prison? En réalité, la crise alimentaire serait bien insuffisante pour expliquer les origines de la révolution qui s'annonce. Le manque de pain provoque certes des émeutes, mais il faut une frustration plus grande, plus puissante, pour faire vaciller le pouvoir. Et cette frustration profonde, ce sont les écrits des philosophes comme Voltaire, Rousseau ou encore Montesquieu qui vont la faire vivre et la faire grandir. En effet, leurs écrits, qu'on appellera plus tard Mouvement des Lumières, se répandent depuis plusieurs années dans le pays, appelant à réformer la France, à libérer l'économie et la politique. Mais Louis XVI, lui, reste sourd, inflexible, ce qui renforce l'ampleur du ressentiment qui se dresse face à lui. Ainsi, en 1789, les ingrédients semblent réunis pour faire éclater une révolte générale. Il suffirait d'une étincelle, d'une seule, pour que tout explose. Mais qui pourrait bien, volontairement ou non, allumer la traînée de poudre? Est-ce les émeutiers? Est-ce les Lumières et leurs défenseurs? Ou est-ce le roi lui-même qui, insouciant, va donner en 1789 une opportunité unique pour tous les contestataires de son régime de se réunir en un seul lieu, tous en même temps, à Versailles? À l'aube de l'année 1789, Louis XVI, souhaitant être conseiller en temps de crise, fait appel aux États généraux, une assemblée de représentants élus dans les 4 coins du royaume. Mais il ne le fait pas, au départ, pour discuter de la crise alimentaire qui frappe le pays, et encore moins pour discuter des Lumières ou d'éventuelles réformes de son administration. Ses préoccupations sont en effet toutes autres. Les finances de la France vont mal, très mal, et la dette publique menace de provoquer une crise économique bien plus grave encore. Comme le rappelle le ministre et conseiller du roi, Jacques Necker, l'État vit à crédit depuis trop longtemps. Ses dépenses dans les secteurs régaliens tels que l'armée, mais aussi les arts, la science, et comme il était courant à l'époque de la cour à Versailles, sont financées par des emprunts obligataires que le roi émet auprès de la bourgeoisie française. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ce mode de financement était encore valable car la France disposait d'un vaste empire colonial qui lui assurait des revenus réguliers. Le royaume est alors la première puissance mondiale. Mais une alliance entre la Prusse et l'Angleterre va, de façon surprenante, mettre à bas cette hégémonie. Les Anglais envoient la marine royale par le fond, tandis que les Prussiens, de leur côté, mettent à genoux l'armée française et le pays perd, en moins de 10 ans, son statut de puissance dominante. Et très vite, l'effet se fait ressentir sur les finances publiques. La dette explose, les recettes ne rentrent plus, et Louis XVI n'a d'autre choix que d'augmenter les impôts. Mais, comme nous l'avons dit, le pays connaît déjà la disette et les intellectuels du royaume, éclairés par les Lumières, sont de plus en plus méfiants à l'égard du souverain. L'idée serait donc bien mauvaise d'augmenter les prélèvements en une période aussi troublée, ou, tout du moins, de le faire sans convenir d'un accord avec les représentants de la nation. C'est donc dans cet esprit que Louis XVI et son ministre Necker prennent la décision solennelle de convoquer les États généraux. Ainsi, au début de l'année 1789, dans les villes et les villages de France, on s'empresse, on se bouscule, on s'agite, pour écrire dans les cahiers de doléances contenant les revendications demandées par le peuple. Et sans surprise, on est loin, très loin des préoccupations pécuniaires de Louis XVI. On y demande du pain, du vin, des libertés, de l'égalité, de la justice.
En somme, lorsque les élus arrivent à Versailles au mois de mai, ce n'est pas uniquement des bons conseils qu'ils transportent dans leurs valises. Ils viennent aussi avec l'envie de changement profond, durable et immédiat. L'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres réunis de sentiments 5 mai 1789, à Versailles. Lors de l'inauguration des États généraux, Louis XVI s'adresse aux députés et donne le ton des débats. Discuter de la crise, trouver des solutions, sauver les finances du royaume. Pas question de discuter d'autre chose, car, comme les élus le découvrent à l'instant, le trésor public est au bord de la banqueroute. Tout le monde veut alors aider le roi, tout le monde, mais pas n'importe comment. En effet, le fonctionnement des États généraux veut, à l'époque, que l'Assemblée soit divisée en 3 groupes. D'abord, l'ordre de la noblesse, fait d'officiers, de ducs, de princes, allié naturel de l'ordre du clergé, grand représentant de l'Église. Ces 2 ordres forment une classe, celle des privilèges, peu ou pas d'impôts, accès aux emplois publics, rente garantie par la loi. Toutes ces choses que n'ont pas les élus du dernier ordre, que l'on appelle alors le tiers-état. Beaucoup de ceux-là sont des bourgeois, plus ou moins riches. Certains sont avocats, d'autres médecins, notaires, pharmaciens, littéraires. Ce dernier ordre, mixte et hétérogène, représente à lui seul 96% de la population, tandis que la classe des privilèges n'en représente que 4%. Aussi, du point de vue des élus du tiers, avant de voter toute réforme, il convient d'admettre que le vote puisse se faire par tête, et non par ordre, car l'alliance probable de la noblesse et du clergé ferait peser le nouvel impôt sur la population, et non sur ceux qui disposent injustement de privilèges. Il faut donc agir vite, et en ce sens, des personnages comme Bailly, un astronome réputé, ou encore le docteur Guillotin, futur inventeur de la guillotine, tentent de convaincre des nobles et des clercs de rejoindre leur cause. Ils visent notamment des élus éclairés, comme le très influent général de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine, ou encore, du côté des clercs, de Mirabeau ou de Sieyès. Ainsi, à force de tractations, de discussions, de débats et d'échanges, les députés du tiers, se sachant soutenus par une partie des 2 autres ordres, se révoltent. Puisqu'on leur refuse de voter par tête, alors ils se constituent en Assemblée nationale. Et le 20 juin 1789, alors que le roi a fait fermer la salle des débats, plus de 300 députés du tiers se réunissent illégalement dans la salle du jeu de paume, à Versailles, et prêtent serment. Jamais plus, ils ne se sépareront avant les actions du tiers s'apparentent à un coup de force mené par la bourgeoisie. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, la politique française ne sera plus jamais comme avant. L'ère de l'absolutisme est finie, enterrée, révolue. Mais qu'en est-il de la sécurité alimentaire, des droits et des libertés de tous ces gens qui n'ont pas de siège à l'Assemblée? Après le coup de force des députés, c'est au tour du peuple tout entier de venir s'immiscer dans la révolution qui prend forme à Versailles. Malgré le coup de force des députés du tiers, les différents peuples qui habitent le royaume de France ne sont pas certains, à cet instant, de voir leurs conditions sociales et économiques s'améliorer. À l'époque, la plupart des habitants sont des paysans, simples bergers ou vignerons, qui viennent très peu en ville pour s'informer. Quant aux citadins, on en trouve dans tous les métiers, souvent manuels, précaires. Ils sont cireurs de souliers, ne gagnent pas grand-chose, ou bien ils sont bouchers, travaillant dans les abattoirs. D'autres encore vivent de la pêche, comme cette vendeuse à son étalage, ou bien ils sont musiciens et font danser les passants autant que possible, dans l'espoir d'en tirer une pièce de monnaie. Tous ces hommes et toutes ces femmes, que peuvent-ils bien faire pour se faire entendre? Car en effet, en juillet 1789 à Paris, le prix du pain monte encore, et la ville est toute proche de connaître la famine. Des émeutes éclatent alors dans Paris. Le couvent Saint-Lazare est pris d'assaut par la foule, car la ville y a entreposé du grain. D'autres bâtiments, comme le garde-meuble, sont attaqués, ce qui convainc les bourgeois de la ville à créer une milice d'environ 50 000 hommes. Ces hommes seront coiffés d'une cocarde, rouge et bleue, comme un signe distinctif. Mais cette milice, il faut lui donner des armes, et vite, car les rumeurs courent que l'armée du roi
est sur le point d'encercler Paris pour mater la révolte. Le peuple et sa milice se rendent alors aux Invalides. Là-bas, la garnison refuse de tirer sur la foule, ce qui permet aux émeutiers de s'accaparer des fusils. Mais il leur manque toujours de la poudre, et cette poudre, ils la trouveront à la Bastille, l'insolente prison royale qui se dresse devant Paris, comme une menace et une insulte à la liberté des habitants. Le siège est posé le 14 juillet 1789, dès 10h, et dans la soirée, le symbole de l'absolutisme royal tombe entre les mains des Parisiens. Partout en France, la prise de la Bastille résonne comme un coup d'éclat, comme un coup de tonnerre. Dans tout le royaume, on craint le pire. Dans un pays au bord de la famine, et visiblement de l'anarchie, les nobles vont-ils s'accaparer tout le grain et ne rien laisser aux paysans? Le roi va-t-il recourir à l'armée pour supprimer les droits si chèrement acquis par le tiers d'État? Ou plutôt, l'ordre existant est-il complètement détruit, ce qui voudrait dire que la France est à la merci des invasions et des pillages? La peur s'installe dans la société française pour différentes raisons, frumentaires, politiques, et parfois complètement délirantes comme en Aquitaine, où les rumeurs courent que les Anglais s'apprêtent à débarquer pour piller la région. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même partout, émeutes, attentats, incendies, que rien ne semble pouvoir arrêter. Rien, sauf peut-être une action d'éclat, un message fort que pourraient envoyer les députés de la nouvelle Assemblée à Versailles. Poussés par la crainte de voir le pays sombrer dans l'anarchie pure et simple, les députés votent l'abolition des privilèges le 4 août, puis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce n'est pas suffisant, car si les nouveaux textes garantissent les libertés et l'égalité devant la loi, ils ne sont pas ratifiés par le roi et n'ont donc aucune valeur juridique. De plus, la crise alimentaire est toujours là et le peuple a faim. Dans de nombreuses villes, les émeutes recommencent. À Paris, le 5 et 6 octobre, des milliers de femmes marchent sur Versailles, accompagnées par la garde nationale, et obligent Louis XVI à ratifier les lois votées en août. Il est même contraint de revenir à Paris, aux Tuileries, et quitter l'opulence de Versailles. Ainsi, en moins de 6 mois, les pressions de la bourgeoisie et des peuples de France ont réussi à faire tomber l'absolutisme, à enterrer le féodalisme et à proclamer de nouveaux droits. Partout dans le royaume, la révolution divise. On débat, on propose, on s'affronte, et la société, elle, se déchire. 1790, dans les rues de Paris. La vie ici prend une tournure des plus étranges. La nourriture manque, beaucoup de magasins sont vides, beaucoup sont fermés. Les habitants passent de longues heures dans les files d'attente et regardent le paysage urbain, celui de la rue, qui a drastiquement changé ces derniers temps. D'abord, le nombre de mendiants, le nombre de pauvres, il a littéralement explosé. Beaucoup, avec la crise, ont perdu leur emploi, ne peuvent plus payer leur loyer et doivent quémander pour survivre. D'autres s'en sortent mieux. Avec la révolution et la liberté de la presse, ils ont fondé un journal qui s'écoule comme des petits pains sur les marchés. En 1790, on ne compte plus le nombre de gazettes, le nombre de bulletins qui sont imprimés et distribués chaque jour à Paris comme dans d'autres villes. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les opinions. Le Miroir, par exemple, un recueil édité par des monarchistes pour exprimer leur attachement à Louis XVI et défendre une vision modérée de la Révolution. Tout le contraire de l'Ami du peuple, journal publié par Jean-Paul Marat, qui promeut des changements plus en profondeur de l'État. Cette liberté de publier et de débattre encourage les discussions les plus passionnées dans les cafés, dans les tavernes, ce qui arrange bien ce tenancier tout heureux de remplir les cruches de ses clients afin qu'il n'ait pas soif en parlant. La frénésie du débat s'empare du peuple, puis des élites. Ces derniers créent même de véritables associations qu'on appelle alors des clubs, où les députés rencontrent des membres de la société civile pour débattre de l'avenir du pays et de la politique. À ce titre, on peut citer en exemple le très important et très influent Club des Jacobins. Là-bas, dans un ancien couvent parisien, on y retrouve les députés de l'Assemblée comme Mirabeau, comme Lafayette ou comme Robespierre. On y discute des prochaines lois qui seront proposées au roi. On échange sur les grands principes qui doivent guider le pays. Et dès la fin de l'année 1789, les membres du Club des Jacobins se mettent au travail, durement, pour réformer la France comme jamais on ne l'eût changé. En 1789, 1790 et 1791, l'Assemblée constituante et les ministres du roi lancent de gigantesques chantiers pour faire de la France un pays nouveau, moderne. La première réforme concerne l'administration. À l'époque, le territoire du royaume était organisé selon un principe de vassalité et de suzeraineté. L'autorité du roi est alors relayée à des seigneurs, comme des ducs, qui règnent eux-mêmes sur des comtes et des barons. Chaque échelon de l'autorité dispose de ses propres terres, de ses propres revenus, de ses propres soldats. Mais lorsque les droits féodaux sont abolis, subitement le 4 août 1789, l'autorité publique se retrouve orpheline de ses anciens chefs et il faut très vite proposer une alternative. Les députés votent alors une nouvelle organisation du territoire. Elle prend la forme suivante. Le royaume dispose d'une capitale, Paris,
et celle-ci supervise les 83 départements qui morcellent le territoire. Chaque département est ensuite subdivisé en plusieurs districts, et chaque district comprend un chef-lieu, où se concentrent les services d'administration, comme les postes ou les collecteurs d'impôts. Et si l'administration gagne en efficacité, alors on peut organiser des élections, comme les élections municipales, qui sont tenues en janvier et février 1790. À l'époque, c'est un événement complètement nouveau pour des millions de Français, même si le suffrage reste censitaire et masculin, c'est-à-dire réservé aux hommes, seuls, et encore à ceux qui paient l'impôt. Mais quoi qu'il en soit, les citoyens ne sont pas au bout de leur surprise. En fait, l'année 1790 est un véritable chamboulement dans leur quotidien. Dans le domaine agricole par exemple, on proclame un système unique de poids et de mesure. Grammes et kilogrammes doivent être utilisés par tous pour peser et mesurer les biens et les denrées. Dans le domaine de la religion, très important à l'époque, on introduit une constitution civile du clergé qui réorganise l'Église de France et la place sous l'autorité de Paris, et non plus de Rome. Bref, en un mot, aucun domaine de la vie quotidienne n'est épargné par la Révolution. Mais devant de tels bouleversements, de tels chamboulements, de tels chambardements, quel est l'impact de toutes ces réformes sur la société française ? Les changements font-ils consensus parmi les citoyens ? Ou plutôt, la France est-elle en proie aux dissensions, aux révoltes, aux réactions ? En réalité, le grand chantier orchestré par la Révolution provoque des divisions profondes et la situation reste tendue, très tendue dans le royaume, qui donne l'impression d'être au bord de la guerre civile. Lors de la Révolution, les réformes menées par l'Assemblée et par les ministres de Louis XVI ont des impacts très importants sur la société française. Pour simplifier notre discours, et afin d'illustrer le propos de façon synthétique, il peut être utile de dresser un tableau divisé en 3 lignes, chaque ligne correspondant à un corps social influent comme l'aristocratie, le clergé et la bourgeoisie. Ensuite, dans ce même tableau, nous pouvons dresser 3 colonnes. Une première pour ceux qui s'opposent aux réformes, qu'on appelle alors les contre-révolutionnaires. Une deuxième pour ceux qui se dressent en faveur d'une révolution modérée, et une dernière pour ceux qui veulent tout changer, tout révolutionner, qu'on appelle alors les radicaux. Pour commencer, intéressons-nous donc à l'aristocratie, composée d'anciens nobles, déchus de leurs droits féodaux. Ces derniers n'ont pas de réaction homogène face à la Révolution. Certains fuient tout simplement la France, on les appelle alors les émigrés. D'autres en revanche acceptent et encouragent des réformes vers une monarchie constitutionnelle, comme Lafayette. Ensuite, du côté des clercs, ceux qui soutiennent la Révolution sont appelés les assermentés, car ils ont prêté serment à la constitution civile du clergé qui réorganise les paroisses de France. Mais certains s'offusquent, refusent de signer, appellent à la désobéissance, à l'insurrection. On les appelle alors le clergé réfractaire. C'est ce groupe-là qui génère le plus de réactions dans la population. Certains sont littéralement passés à tabac par les révolutionnaires. À Avignon, par exemple, les réfractaires sont massacrés en pleine rue, dans un véritable bain de sang. D'autres sont défendus par leurs fidèles, comme à Vannes, en 1791, où il faut une intervention de la troupe pour tempérer les paysans qui menacent de tout brûler si la constitution civile entre en vigueur dans leur paroisse. Quant aux bourgeois, ils sont dans leur immense majorité des partisans de la Révolution. Mais là encore, ils n'ont pas de vision unanime. Certains sont des modérés, on les dénomme alors la plaine. D'autres le sont moins, beaucoup moins, veulent une révolution plus profonde, comme les montagnards. Dans ce contexte de division, d'urgence sociale et économique, les modérés, emmenés par Lafayette et Mirabeau, vont prendre le nom de Club des Feuillants, et s'assurent ainsi le contrôle de la garde nationale et de l'armée. Quant aux radicaux, ils prennent le contrôle du Club des Jacobins, soutenu par les sans-culottes, qui forment de véritables milices urbaines prêtes à en découdre. Le climat devient ainsi de plus en plus hostile à l'idée d'une unité nationale, pourtant nécessaire à la fondation d'un nouveau régime. Les désaccords sont profonds, et le roi lui-même semble dépassé par la situation. S'il penche trop en faveur des contre-révolutionnaires, alors les modérés et les radicaux l'accusent de trahison. C'est le cas par exemple en février 1791, où une manifestation devant les Tuileries a bien failli tourner au massacre. Alors que les Parisiens menacent d'envahir la demeure du roi, des centaines de nobles, alertés, accourent dans toute la ville, poignards et revolvers en main, pour former une ligne et menacer quiconque portera la main sur Louis XVI. Il faut une intervention de Lafayette lui-même et des heures de négociations pour calmer les belligérants. Ce genre d'événement convainc les contre-révolutionnaires de hurler au scandale et de s'organiser pour libérer le roi qui, selon eux, est prisonnier de la Révolution. Louis XVI, de son côté, ne sait plus où donner de la tête. Et devant cette situation dangereuse pour son pouvoir comme pour sa propre sécurité, il va prendre une décision qui va tout changer en France, et qui va subitement précipiter le pays dans une révolution plus radicale encore. Minuit, le 21 juin 1791, à Paris. Dans le plus grand secret, le roi déguisé en valet de chambre quitte son château et monte dans une carriole rue de l'Échelle.
Il est rejoint 30 minutes plus tard par la reine, puis par son fils. Mais quel est le but de cette mascarade? Dans une lettre laissée dans sa chambre, Louis XVI se justifie. Il craint pour sa vie, pour celle de sa femme et de son enfant. Il craint aussi pour son pouvoir, lui qui ne peut plus exercer sa fonction à l'abri des pressions des modérés et des radicaux. Il choisit alors de fuir vers l'Allemagne pour se mettre en sécurité. C'est ainsi que, vers 2h du matin, la berline sort de Paris dans le plus grand secret. L'itinéraire est tracé d'avance. La famille royale doit s'enfoncer jusque dans les environs de Reims, où elle sera rejointe par les cavaliers du duc de Choiseul. S'il parvient jusque-là, il sera escorté jusqu'à Montmédy, d'où il pourra gagner l'Allemagne en toute sécurité. Le plan semble parfait, mais pourtant, rien ne va se passer comme prévu. D'abord à Paris, Lafayette découvre dès 8h que Louis XVI s'est évadé. Il fait envoyer des lettres dans toutes les directions, avec pour ordre de faire arrêter le roi. Et très vite, les ennuis commencent pour le souverain. Il est reconnu plusieurs fois par des agents des services des postes, ce qui convainc Lafayette de faire cavaler Romeuf, son lieutenant, tout droit vers l'est, à sa poursuite. Quant à l'escorte promise au roi, elle est prise à partie par des gardes nationaux. Pire, la garnison de Varennes fait placer 2 canons sur le seul pont qui permet de traverser la ville. Et lorsque la voiture royale s'en rapproche, à 23h10, elle est contrainte de s'arrêter. Les passagers, humiliés, sont conduits dans une auberge où, selon la légende, Louis XVI demande un repas chaud, qu'il mange sans frémir, sans broncher, comme si tout à coup le destin avait vidé l'homme de toute substance, de tout espoir, de toute fierté. Il ne console même pas Marie-Antoinette, apeurée, et pas même son fils, effrayé, en larmes. Leur retour à Paris est une humiliation encore plus extrême. Romeuf est rejoint par une foule immense qui l'escorte jusqu'aux Tuileries. Le divorce entre le roi et la Révolution est entamé, consumé, et la France va alors sombrer dans la période la plus tourmentée de son histoire. En effet, la fuite à Varennes a des conséquences très graves sur la politique française. D'abord, sur le plan extérieur, elle constitue de fait la preuve de l'ingérence du Saint-Empire contre la Révolution française, car c'est l'empereur qui voulait accueillir Louis XVI en Allemagne. Cette ingérence est confirmée en août 1791 par la déclaration de Pillnitz, où le Saint-Empire, l'Autriche et la Prusse s'entendent d'une même voix pour porter secours à la royauté française. C'est donc un prétexte de guerre. Quant à la situation intérieure, la fuite à Varennes provoque la ire des radicaux, mais aussi celle des contre-révolutionnaires qui veulent défendre le roi prisonnier. Comment alors le nouveau régime, qu'on proclame en septembre 1791, comment peut-il survivre dans un tel contexte? Il devient donc clair que seule la guerre contre le Saint-Empire et la Prusse permettra d'unir la nation autour de la cause révolutionnaire. Il faut porter le conflit non plus à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. Nous sommes le 20 avril 1792 à Paris. La France du roi Louis XVI vient de déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Le conflit est soutenu par l'ensemble des forces politiques françaises, mais en réalité, l'armée fonce droit dans un piège. Le souverain s'est allié à l'ennemi et prépare dans le plus grand secret l'invasion du royaume par les troupes austro-prussiennes. Celles-ci doivent marcher sur Paris et libérer la famille royale, retenue prisonnière depuis la fuite manquée à Varennes le 21 juin 1791. Depuis cet épisode, les soutiens de Louis XVI se font de plus en plus rares et seule une intervention directe des puissances étrangères peut sauver sa place sur le trône. En 1792, le plan de l'état-major, composé notamment de Lafayette et Rochambeau, consiste dans un premier temps en une invasion de la Belgique. À l'époque, celle-ci est divisée en 2 parties, l'évêché de Liège, qui s'est déclaré neutre, et les Pays-Bas autrichiens. Cette province est éloignée de Vienne, ce qui la rend vulnérable à une attaque. Le général Rochambeau fera donc mouvement vers la partie nord de la Belgique et attirera vers lui les troupes du prince Albert de Saxe, chargé de la défense du territoire. Cette manœuvre laissera ainsi le champ libre à Lafayette, qui envahira le sud de la province. Les soldats en profiteront pour diffuser des appels à la révolte afin de déclencher un soulèvement général. Libérés de leurs oppresseurs, les Belges devront se rallier aux Français pour repousser la contre-offensive ennemie. Mais comme vous allez le voir dans les prochaines minutes, ce plan ne va pas fonctionner comme prévu. L'offensive de Rochambeau sur la Belgique autrichienne commence le 28 avril 1792. Le général divise son armée en 3 colonnes. La première, forte de 15 000 hommes, marche sur la ville de Mons. Une deuxième colonne avance sur Tournai, avec 3 500 hommes environ. La troisième, elle, prend la direction de Furnes, située plus au nord. De son côté, le duc de Saxe ne peut compter que sur 10 000 hommes. Mais bien décidé à ralentir l'avancée des Français, il se présente devant les colonnes de Rochambeau, à Mons. Le 29 avril, la répartition des forces est clairement à l'avantage des Français. Cependant,
un événement inattendu va faire basculer l'issue de la bataille. Au premier coup de canon ennemi, 2 régiments de dragons français abandonnent leur poste et battent en retraite. Le reste des troupes, abasourdies et paniquées par la fuite de la cavalerie, imitent leurs compatriotes et se replient en désordre. À quelques kilomètres au nord, près de Tournai, une chose similaire se produit. À la vue de la colonne ennemie, les troupes d'élite se débandent et la déroute est totale. L'offensive de Rochambeau tourne donc à la catastrophe et ses armées battent en retraite. Privé de tout soutien, Lafayette renonce à pénétrer en Belgique et se replie lui aussi. Mais à Paris, l'incompréhension demeure à son plus haut point. Pourquoi une telle débandade face à un ennemi pourtant inférieur en nombre? Le roi a-t-il délibérément ordonné la retraite? Ou pire, l'état-major prépare-t-il un coup d'État avec l'appui de forces étrangères? Dans les rangs de l'Assemblée, on crie déjà aux traîtres et on appelle à la suspension du roi et des généraux. La politique française s'apprête à prendre un tournant radical. L'Assemblée législative est sous le choc. Les armées sont désorganisées et les troupes austro-prussiennes sont massées à la frontière. Si elles marchent sur Paris, rien ne pourra les arrêter et les conquis de la Révolution seront perdus. Mais cela, les députés ne peuvent l'accepter. Ils en appellent donc au peuple. Le 10 juillet 1792, l'Assemblée déclare la patrie en danger. Le texte est un appel aux armes à tous les citoyens de France. On demande des volontaires pour s'engager dans l'armée. Tous les hommes disponibles doivent monter vers la capitale et défendre non plus le roi, mais la nation tout entière. Il en résulte alors un formidable attroupement de volontaires autour de Paris, ce qui encourage les Jacobins, qui contrôlent la capitale, à multiplier les invectives contre Louis XVI. Mais la situation est inacceptable pour le général Brunswick, qui commande les troupes ennemies. Dans l'objectif de protéger le roi, il fait publier, le 11 juillet 1792, un manifeste dans lequel il écrit « S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à la famille royale, Paris sera livré à une exécution militaire et à une subversion totale. » Par cette lettre, Brunswick tente d'intimider les Jacobins. Mais malheureusement pour le roi, cette stratégie va lamentablement échouer. En effet, ce manifeste est une preuve énorme de la complicité de Louis XVI dans la déroute des forces armées françaises. Pour la frange radicale des révolutionnaires, menée par Danton et Robespierre, c'est la trahison du trône. Les Parisiens s'organisent, se coordonnent, et le 10 août 1792, le palais des Tuileries, domicile du roi et de sa famille, est pris d'assaut. Le souverain se retrouve sans défense, et lui et sa famille sont placés en prison. La conséquence sur le paysage politique français est immédiate. Les royalistes sont décrédibilisés, et le pouvoir revient aux Jacobins et aux modérés. Mais le nouveau gouvernement doit faire face à une menace immédiate. Le général Brunswick, voyant que son message aux Parisiens n'eut pas l'effet escompté, commence l'invasion de la France. Les armées françaises, désorganisées, ne peuvent empêcher la prise de Verdun par les Prussiens le 2 septembre 1792. Danton charge alors les généraux Dumouriez et Kellermann de faire jonction et de barrer la route de Paris au général Brunswick. Les 2 généraux français n'ont pas le droit à l'échec. S'ils échouent, c'est la Révolution tout entière qui périra. Au matin du 20 septembre, près d'un village nommé Valmy, le sort de la France est aux mains de Dumouriez et de Kellermann. Valmy, le 20 septembre 1792. Dans l'attente de l'arrivée des Prussiens, Dumouriez et Kellermann disposent leurs troupes en arc de cercle autour de la colline de Valmy. L'armée française dispose d'environ 45 000 hommes et d'une cinquantaine de canons. La position des Français est avantageuse. Les premières lignes sont en effet disposées sur une colline, mais cela pourrait ne pas suffire tant les soldats sont démoralisés par la situation politique et militaire du pays. L'engagement est donc redouté par les généraux, mais il est trop tard pour rebrousser chemin. Vers les 7 heures du matin, les colonnes prussiennes s'avancent sur les lignes françaises. La répartition des forces est encore à l'avantage de Dumouriez et Kellermann. Le général Brunswick dispose d'environ 35 000 hommes, soit 10 000 de moins que les Français. Mais il connaît la supériorité de ses troupes sur le plan moral. Il cherche donc à intimider son ennemi et ordonne à son artillerie de pilonner les colonnes adverses. Les Français répliquent eux aussi par des tirs de canon, et pendant 4 heures, les 2 opposants s'affrontent dans un véritable duel d'artillerie.
Mais aucun camp ne parvient à prendre le dessus. Brunswick, voyant que sa tentative n'a pas porté ses fruits, décide de lancer ses colonnes à l'assaut du centre français. À ce moment, Kellermann sait qu'il ne doit pas rester statique. Les soldats prussiens sont plus disciplinés et plus expérimentés que les bataillons français. Il doit donc tenter le tout pour le tout. Il saisit son cheval, galope au-devant de ses troupes, sort son sabre et ordonne à ses soldats de fixer les baïonnettes à leurs fusils. Il crie alors « Vive la nation !» ce qui crée un élan d'enthousiasme dans les rangs français. Et d'un seul coup, 45 000 hommes se mettent à hurler de concert, tout en s'élançant vers les colonnes prussiennes qui s'arrêtent net. Brunswick, qui ne s'attendait pas à une telle audace de la part de Kellermann, ordonne la retraite. Devant la solidité et la supériorité numérique des Français, le général prussien préfère se replier, et pour la France, c'est une victoire décisive. À Paris, la nouvelle parvient comme une libération. La Révolution est sauvée, et le roi est dépourvu de soutien. Bref, l'effervescence est telle que le 21 septembre 1792, la France abolit la royauté, et le lendemain, elle proclame la République. En Europe, la proclamation de la République résonne comme un coup de tonnerre, et la situation devient de plus en plus préoccupante lorsque les Français, galvanisés par leur victoire à Valmy et sur d'autres fronts, condamnent Louis XVI à la guillotine. Nous sommes le 21 janvier 1793 à Paris. Sur la place de la Révolution, le citoyen Louis Capet, mieux connu sous le nom de Louis XVI, meurt guillotiné. Pendant ce temps, en Europe, on prépare l'invasion de la France. 400 000 hommes se massent aux frontières de la République, sur les raisons profondes qui ont poussé l'Europe et la France à se déclarer mutuellement la guerre. Lorsque la République est proclamée, le 22 septembre 1792, deux camps s'opposent à la France révolutionnaire. Les puissances absolutistes, comme la Prusse, l'Autriche, l'Espagne et les royaumes italiens, veulent écraser les velléités françaises afin d'éviter la contagion républicaine sur leur territoire. Un deuxième camp, mené par le Royaume-Uni, le Portugal et la Hollande, rêve également de mettre à genoux le grand rival français, d'un point de vue militaire, économique et colonial. Pour toutes ces raisons, au début de l'année 1793, en Belgique, une armée de 120 000 hommes, composée majoritairement d'Autrichiens, d'Anglais et de Hollandais, pénètre en France, prend Condé et Valenciennes, puis pose le siège sur Cambrai, Dunkerque et Maubeuge. Plus à l'est, 160 000 hommes venus de Prusse, d'Autriche et de Saxe se ruent sur les rives du Rhin, défont les Français à Wissembourg et menacent Strasbourg en novembre. Au sud, alors que les villes de Lyon, Marseille et Toulon se rebellent contre la Convention, qui a remplacé l'Assemblée législative, une armée de 50 000 Italiens et Autrichiens franchit les Alpes. En août 1793, Toulon se livre même aux Anglais, la marine française refusant de se battre pour la République. Plus à l'ouest, dans le Roussillon, 50 000 Espagnols traversent les Pyrénées, alors que sur l'ensemble des côtes, la flotte britannique commence un blocus des frontières maritimes. La situation économique est également catastrophique. Les difficultés à l'origine de la Révolution de 1789 sont toujours là. Les récoltes sont mauvaises, le peuple a faim et les émeutes au nom du roi et de la monarchie éclatent partout sur le territoire. En Vendée, où un soulèvement général s'organise, les Blancs, royalistes, défont les Bleus, républicains, lors de nouveaux accrochages. À la fin de l'automne 1793, les armées de la République reculent donc sur tous les fronts,